Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1205 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 avril 2026. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et les appareils grand format GFX qui maîtrisent les couleurs. Et si Nick Hutt n'était pas le véritable auteur de La jeune fille au napalm? Cette image noir et blanc montrant Kim Phuc, alors âgée de 9 ans, courant nue sur la route en hurlant alors qu'elle est brûlée au 3e degré, a fait le tour du monde. La photo est prise le 18 juin 1972, pendant la guerre du Vietnam, dans le petit village de Trang Bang. Elle devient un des symboles les plus forts de ce conflit et vaut une renommée internationale à Nick Hutt, alors jeune photographe vietnamien d'Associated Press, avec à la clé un prix Pulitzer et un World Press Photo. Pendant plus de 50 ans, le photographe raconte l'histoire de la jeune fille au napalm dans le monde entier, comme un chanteur de variété reprendrait inlassablement un morceau culte. Mais, en 2022, la légende bat de l'aile. Un dénommé Carl Robinson, éditeur au bureau d'Associated Press à Saigon dans les années 70, prétend que cette photo n'a pas été prise par Nick Hutt, mais par un autre photographe vietnamien qui collaborait en tant que pigiste avec l'agence. À l'époque, le nom de l'auteur de la photo aurait été changé à la demande de son rédacteur en chef Horst Fass, grande figure du photojournalisme décédé en 2012. Rongé par le remords, Carl Robinson confie cette bombe au photojournaliste anglo-américain Gary Knight, cofondateur et directeur de l'agence Seven. Gary Knight mène l'enquête et retrouve l'identité de ce fameux pigiste, un certain Nguyen Trang Nge, installé aux États-Unis après qu'il a quitté le Vietnam en tant que réfugié pendant la guerre. Devant la caméra de Bao Nguyen, réalisateur du film The Stringer, le terme signifie pigiste en anglais, il affirme être bien l'auteur de la fameuse photo. Et selon ce que nous a confié Gary Knight, qui mène l'enquête dans le film, ce cas est loin d'être isolé. Je ne sais pas combien de cas il y a, mais je sais qu'il y en a beaucoup, et qu'il y en a eu beaucoup plus au Vietnam. Je pense que c'est une autre raison pour laquelle beaucoup de gens dans l'industrie photographique d'un certain âge se sont opposés à la diffusion du projet, car beaucoup d'entre eux ont été impliqués, directement ou indirectement. Ce n'est pas seulement l'agence Associated Press qui est concernée. C'est quelque chose que beaucoup d'agences ont fait, y compris les agences françaises. Il y a des allégations selon lesquelles ça se serait passé au Liban, je sais que ça s'est passé en Bosnie et que ça s'est passé partout dans le monde. Suite à ces révélations et à l'issue de la première diffusion lors du festival du film de Sundance aux États-Unis début 2025, l'initiative de Gary Knight a été saluée, mais aussi critiquée par une frange de la profession qui a même tenté de censurer le projet. Ce qui m'a surpris, ce sont les pétitions initiées par des photographes lauréats du prix Pulitzer. Il y avait 2 photographes qui ont travaillé à la Maison-Blanche à différents moments de leur carrière. Ils ont essayé d'empêcher que le film soit montré sur des festivals, c'est-à-dire le censurer et faire en sorte qu'il ne soit pas distribué, mais aussi de faire pression sur les gens qui ont soutenu le film en écrivant à leurs employeurs. Je trouvais que c'était assez extraordinaire comme réponse de la part de gens qui se prétendent journalistes. Le film ne laisse guère de doute quant à la véritable identité de l'auteur de la photographie grâce à des reconstitutions 3D réalisées à partir d'images d'archives. Mais le vrai sujet, selon Gary Knight, reste le manque de reconnaissance pour les femmes et hommes de l'ombre qui participent souvent activement à la réussite d'un projet éditorial, quelle que soit sa forme, et ne sont que trop rarement crédités. C'est intéressant. Je me souviens, la première fois que j'ai regardé l'actualité à la télévision française, j'étais vraiment choqué de voir apparaître les noms de toutes les personnes impliquées sur le reportage, du caméraman à l'ingénieur du son, à l'écran. Je n'avais jamais vu ça au Royaume-Uni ni aux États-Unis, jamais. Vous voyez que le nom et le visage du correspondant. Je pense que c'est pareil pour les photographes et la presse écrite. Derrière chaque photographie, chaque œuvre écrite,
Il y a souvent plusieurs personnes qui sont impliquées à l'étranger, des locaux qui parlent la langue, qui ont peut-être même trouvé le sujet, qui l'ont traduit et apporté des informations significatives qui ont contribué à ce que l'histoire soit publiée dans nos magazines et nos journaux. Mais elles sont rarement, si ce n'est jamais, mentionnées. Reste cette image, la jeune fille au napalm dont l'authenticité n'est-elle pas remise en cause. Gary Knight en convient volontiers, son enquête ne doit pas occulter l'importance de cette photographie d'un point de vue historique. Personne ne devrait douter un instant, après avoir vu le film, de l'authenticité de l'image elle-même, de ce qu'elle montre et de l'expérience vécue par les civils vietnamiens durant cette guerre. Benjamin, ce documentaire, on le retrouve sur Netflix. Oui, il est toujours disponible. Il a été diffusé sur Netflix en France le 28 novembre dernier. En fait, il avait été montré au festival du film indépendant américain à Sundance début 2025. La première projection avait suscité beaucoup de réactions, hein, comme le disait Gary Knight. Entre-temps, il y a eu des enquêtes au sein de la société de presse, très longue enquête. Et le World Press Photo a quand même, entre-temps, décidé aussi de retirer le prix à Nick Hutt. Donc c'est un acte assez fort, si bien que les équipes du film ont décidé de prendre tout ça en compte, de faire un montage un petit peu plus charpenté, de proposer cette version finale. Alors, ça a suscité vraiment beaucoup de remous, hein. En France, même Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image, a défendu Nick Hutt. Enfin, il y a une scission dans le milieu du photojournalisme entre ceux qui continuent à défendre Nick Hutt et Gary Knight. Mais je trouve que le vrai sujet du film, chacun se fera son opinion en le voyant, le vrai sujet, c'est la question du droit d'auteur, finalement. C'est ça qui est très intéressant, ce que dit Gary Knight aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, et que finalement, dans toute production, qu'elle soit écrite, photographique ou bien filmée, c'est important de mentionner toutes les personnes qui participent à un projet. Et oui, et toi Julien, tu es bien placé pour le savoir puisque tu travailles en équipe. Oui. Est-ce qu'il y a des génériques de fin après tes images avec le nom de toutes les personnes impliquées dans le projet? Mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je fais. En fait, tu disais le mot, c'est important. Je dirais pas que c'est important. Je dirais Bah, que ce c'est serait la légal. norme. C'est la Normalement, norme. c'est la norme. Exactement. Mais on entend, tu vois, Gary, il dit que c'est pas la norme. Mais Enfin, voilà. notamment dans certains Mais pays. le fait de dire que c'est important, ça insinue en fait que c'est un acte héroïque, tu vois. On le fait pas tout le temps, tu vois. Mais c'est la loi, point. Et c'est là où, mais attends, mais le nombre de parutions, même dans lesquelles parfois il y a marqué DR ou Mais il n'y a rien marqué. Et ça et reste c'est des là. photos, t'as même pas le nom du Et photographe. c'est là où, en fait, moi, j'ai un gros problème par rapport au fait que ce soit pas légiféré. Je veux dire, à un moment donné, en fait, c'est la loi. Point. Tu vas au cinéma, à la fin du film, tu as même le 10e assistant qui a amené le café le 4e jour de tournage qui est crédité. Alors oui, peut-être le panneau, il passe vite, mais c'est écrit noir sur blanc. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, tu vois, dans la photographie, c'est que, je te donne un exemple concret, 100%, je répète, 100% des images sont post-produites. Qui crédite les retoucheurs? Mais bien sûr. Personne. Ouais. Et donc, moi, je les connais tous, les retoucheurs. Et ils acceptent parce que c'est un travail de l'ombre. Et bon, ils n'ont pas forcément envie d'être mis au devant de la scène. Et donc, ils se sont fait comment dire, ils s'y sont faits. D'accord? Et moi, je leur dis, mais en fait, non. Vous avez accepté une situation qui n'est pas normale. Et du coup, ça insinue dans l'esprit en fait des photographes qu'il y a des photographes qui ne sont pas retouchés et des photographes qui sont retouchés. C'est factuellement faux. Et souvent, je donne cet exemple-là. Peter Lindbergh, qui a été... On associe beaucoup la photographie de Peter Lindbergh à une photographie naturaliste, à une photographie sans pure. phare. Oui, parce qu'il y avait eu un fameux portfolio aussi dans Match, je me souviens, la photo sans phare, donc ces modèles qui acceptent de poser sans retouche, c'est-à-dire sans maquillage, sans... Voilà. 100% des images de Peter Lindbergh sont toutes post-produites.
Il y a eu en fait un problème sémantique où les mots retouche, post-production, manipulation, tout a été mélangé. Il y a eu l'assimilation avec Photoshop. Le côté c'est photoshopé, mais ça veut pas dire post-production. Enfin, Cent- ce n'est pas que 100%, ça. 100% des images de Lindbergh sont photoshopées. Mais qu'est-ce qu'on entend parler par photoshopé? En fait, ce ne Bah, sont que le traitement des couleurs. modification. C'est le traitement des couleurs. Ouais, voilà. Voilà. Mais dans l'esprit des gens, photoshopper, c'est enlever des choses, c'est déplacer des choses, c'est changer les volumes des choses. Exactement. Ouais. Ça représente même pas moins d'1% du travail qu'on fait sur une image. Donc, on parlait des crédits. Ça, c'est une obligation légale. Et dans toutes mes publications, tout, tout le monde est crédité. Il y en a même certains qui me demandent, je suis pas, non, crédite pas. Bah non. Et pas parce que et c'est une demande, c'est parce que ils ont peur presque d'être mis trop en avant. Et je dis, mais non, tout le monde est crédité. Donc, et je fais le lien beaucoup avec le cinéma parce que j'observe une énorme scission philosophique entre le cinéma et la photographie, alors que j'essaie d'expliquer qu'on fait exactement mathématiquement le même travail. C'est 25 photographies par seconde. Si je fais pause, c'est une photographie. Donc tout ce qui se fait au cinéma doit se faire en photo. Tout ce qu'on fait en photo doit se faire au cinéma. Donc si au cinéma, il y a des fois, c'est quoi? C'est même 10 minutes de rolling noir de crédit. Ça devrait être exactement pareil à la photographie. Donc oui, Mais difficilement applicable dans les faits, pour le coup. Au moment de la bah, diffusion. en tout cas, bah, tu vois, en tout cas sur les publications sur les réseaux, il n'y a que toi qui serais Mhm. fautif de ne pas le faire. Et puis sur le papier, ça devrait être légal aussi. Oui, parce que sur le papier, ça peut être un petit encart, en fait, tout Bien simplement, sûr. quelque part où on a une Tu liste. parlais, C'est facile à faire. En soi, c'est facile Tu, à faire. parles- tu parlais tout à l'heure du magazine de l'air. J'ai eu la chance de publier un édito sur le dernier numéro du magazine de l'air. J'ai demandé à Stéphane, à la fin de la série, d'inscrire tous les crédits. Et pour moi, c'est pas, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est pas important, c'est normal. Mais t'as raison. So be it.